Bertrand Hanledouche et puis Christophe Sadoc. Commençons par vous, Bertrand Hanledouche. Voilà, vous êtes à la direction des affaires techniques de la Fédération française. Je sais qu'il y a un gros programme R&D. Vous suivez toutes ces questions. On est maintenant un peu à la fin de cette journée. Dans ce que vous avez entendu, ce que vous avez envie de dire, voilà, pour la Fédération française, pour le secteur du BTP. Voilà, de façon un peu globale, qu'est-ce qui vous marque? Et dans quelque chose de... Et en prospective, je veux dire, quels sont un peu les axes ou les orientations que vous voudriez poser? Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a deux choses. La première, c'est on est dans une conclusion, donc il y a forcément, dans mes propos, ce que je vais essayer de faire peut-être, c'est donner en tous les cas quelques éléments de synthèse, même si ce sera compliqué, vous l'imaginez, de faire une synthèse de l'ensemble de la journée, vu tout ce qui a été dit et redit jusqu'à présent. Et puis, puisque vous l'abordez et puisque vous insistez pour qu'on parle du programme de recherche, de la FFB, on va le faire tout de suite, comme ça on va évacuer le propos, même si ce n'est pas directement lié, enfin, il me semble en tous les cas à l'innovation. Alors simplement pour expliquer cet petit échange individuel, la FFB est donc effectivement dotée d'un programme de recherche, programme recherche-développement métier. Donc c'est à la fois basé sur de la recherche qui est, enfin, recherche fondamentale, ce serait bien trop présomptueux, déjà ne serait-ce que par rapport au budget dont est doté ce programme, qui n'a absolument rien à voir avec la recherche qui a pu être évoquée juste à l'instant par les industriels. Et d'un autre côté, donc développement métier, c'est effectivement pour accompagner les métiers à évoluer, à s'adapter aux différentes techniques, technologies, voire un petit peu plus. Et donc on élabore notamment des outils d'accompagnement divers et variés qui va de référentiel de formation, pourquoi pas, même si ce n'est pas l'objet direct, à des outils beaucoup plus concrets d'accompagnement pour les entreprises. Sur la partie recherche, globalement, ce que l'on peut inscrire dans le cadre de ce programme, c'est typiquement... alors, je vais peut-être le dire comme ça va peut-être choquer certains, mais un industriel qui met sur le marché un dispositif qui, concrètement, quand on le met en application sur les chantiers, on s'aperçoit qu'entre la théorie ou la pratique en labo et la pratique sur le chantier, il peut y avoir des décalages pour lesquels, justement, on essaie de voir quelles sont les solutions ou les adaptations à apporter pour que, concrètement, on puisse faire en sorte que la performance attendue ou annoncée, en tous les cas, par les industriels soit bien au rendez-vous sur le chantier. Et parfois, on a quand même quelques surprises et on est amené à moduler ou à adapter, justement, la mise en œuvre de certaines techniques ou de certaines technologies. Donc, voilà à quoi peut servir, alors je pourrais en lister... lister une tonne d'actions. Globalement, c'est un programme qui est à destination de nos unions de métiers, donc des métiers qui sont représentés donc, à la Fédération française du bâtiment. Il y en a 32 et on est globalement sur, pour être très clair, un budget d'1 million d'euros par an pour une cinquantaine de recherches annuelles également, mais qui peuvent durer un petit peu plus longtemps. Voilà. Voilà le programme de recherche FFB. Alors, pour revenir également à l'ensemble de cette journée, bon, alors déjà, je vous l'ai dit, il y a énormément de choses qui ont été dites. Donc forcément, il y a un certain nombre d'éléments que je vais reprendre, donc qui vont être redondants, mais ça aura peut-être au moins le mérite d'en faire une petite synthèse. Puis comme vous le savez tous, l'art de la communication, c'est la répétition. Et puis par rapport à mes propos, j'aborderai également quelques éléments de position de la FFB pour justement ces différents changements. Alors, avec tout ce qui a été dit, à la fois pour le bâtiment intelligent, la transition énergétique en rénovation, en neuf, on l'a un tout petit peu abordé, et puis à l'instant sur les matériaux innovants, on voit qu'il y a une chose qui est très claire et très nette, c'est que ça amène un certain nombre de changements. Donc des changements, notamment, alors en ce qui me concerne, des changements pour l'entreprise.
Alors on sait tous aussi que le changement, il peut être différent en fonction de sa nature, de sa durée et de son intensité. C'est-à-dire que selon le changement, on peut aller d'une évolution ou d'une adaptation, et on peut aller jusqu'à la révolution, puisque le terme a été employé ce matin, ou révolution ou rupture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour les entreprises. Alors du coup, ça m'amène, avec tout ce qui a été dit, à avoir différencié 2 points. Donc le premier qui concerne plutôt les matériaux, les équipements, donc l'aspect plutôt technique et technologique. Et je vais y revenir tout de suite, mais pour ma part, on est plus dans l'évolution et l'adaptation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable rupture pour les entreprises pour mettre en avant les matériaux innovants. Je vous expliquerai pourquoi. Et le deuxième point, qui lui est du coup un petit peu plus, on va dire, complexe, que je qualifie pour le coup plutôt d'une révolution, d'une rupture, c'est sur le plan, et là on l'a évoqué aussi dans plusieurs tables rondes, le BIM et puis la transition énergétique, c'est dans le domaine de l'organisation des entreprises. Alors qui dit organisation des entreprises, vous l'imaginez tout de suite, ça veut dire aussi une évolution par rapport à la culture même de l'entreprise. Et donc j'y reviendrai aussi. Et puis je ferai une petite conclusion également. Alors j'essaierai de ne pas oublier des choses, mais je suppose que vous serez là pour me poser quelques questions si j'ai oublié quoi que ce soit. Mais il y a aussi peut-être une inquiétude, là, typiquement sur le champ de la formation, avec ce qui a été dit ce matin sur la réforme de la formation professionnelle, qui pour nous, nous pose ou pourrait nous poser quelques soucis. Alors pour éviter de l'oublier, je vais l'aborder tout de suite. FIBAT, par exemple. Tout à l'heure, on a parlé de FIBAT et de l'évolution des modules. Alors aujourd'hui, il y a un module qui est très clair, c'est le module Rénov', qui lui s'inscrit dans un cadre plutôt réglementaire. C'est-à-dire que c'est un des moyens pour justifier des compétences dans l'entreprise pour obtenir la qualification RGE. Et globalement, et c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est quasiment le passage que choisit l'entreprise aujourd'hui, même s'il y a d'autres voies. Donc la formation Rénov', entre guillemets, est obligatoire. Donc on évoquait le devenir des autres modules. Donc le module 2 sur l'utilisation des outils d'évaluation de la performance énergétique, les modules 3 sur plutôt la mise en œuvre, donc effectivement la capacité à améliorer le geste de l'entreprise tenant compte d'un certain nombre de problématiques, notamment la problématique des interfaces, les modules 5 dans le 9, les modules 5 oui, dans le 9 et les modules 4 sur la partie organisation. Et alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on a un module Rénov' qui est plutôt, on va dire, réglementaire, pour faire court, et on a les autres modules qui vont plutôt demain s'inscrire dans on va dire, dans un choix de l'entrepreneur à mettre en place une stratégie d'entreprise. Sauf qu'avec la réforme professionnelle, les budgets vont être contraints, et on le sait tous, pour les entreprises de bâtiment, le nombre de formation obligatoire est excessivement important. Et forcément, le premier choix de l'entrepreneur, parce qu'il a des obligations en termes de formation, ça va être d'utiliser ces budgets pour réaliser ces formations dites obligatoires. Et la crainte, alors on va voir, puisque c'est en train de se mettre en place, mais la crainte, c'est de faire que demain, l'entreprise, pour développer une stratégie au vu d'un contexte général, eh bien, soit dans l'incapacité justement de développer cette stratégie, notamment par le biais de la formation. Qui, on le sait tous, la formation doit rester un chantier systématique pour l'entreprise. C'est-à-dire la compétence, c'est quand même le cœur même de l'entreprise de bâtiment. Voilà. Donc je referme un petit peu ces 2 parenthèses et on pourra bien sûr y revenir. Alors, je ne sais pas si je peux faire une toute petite pause pour me servir un petit verre d'eau. Excusez-moi, hein. Je fais comme chez moi, on est tellement bien accueillis. Alors, c'est compliqué. C'est pas grave.
Voilà, ça fait beaucoup mieux, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on m'a fait remarquer qu'il faisait chaud dans cette salle. Mais alors, quand il fait chaud et qu'on parle en plus, vous imaginez le résultat. Bon. Alors, je reprends un petit peu le fil. Je vais peut-être mettre les notes de côté. Il n'y en a pas forcément besoin. Sur la partie adaptation et évolution des métiers en lien avec l'innovation, matériaux, équipements. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour ma part, aujourd'hui, il n'y a pas de rupture, finalement. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'innovation, alors c'est peut-être un regret qu'on pourrait avoir, mais aujourd'hui, l'innovation est majoritairement, je dis majoritairement parce qu'elle n'est pas totalement vraie, mais elle est majoritairement portée par les industriels. Et du coup, aujourd'hui, en France, et c'est comme ça, il y a un cadre qui est précis, auquel on peut difficilement déroger quand on veut mettre un produit sur le marché, notamment pour les matériaux innovants. Et du coup, on met en place pour tout ce qui est matériaux un processus qui est généralement assez long, puisqu'on a une idée, on crée un produit, on va le tester. Alors on va d'abord le tester en labo, et puis on peut éventuellement le tester sur des chantiers tests. Enfin tout ça, voilà, c'est un processus qui est assez long. Et finalement, l'entreprise qui arrive n'a pas de surprise. C'est-à-dire, alors on l'a évoqué à l'instant, ça fait 20 ans alors je sais pas, c'est les bétons fibrés, je crois, ça fait 20 ans qu'ils existent. Aujourd'hui, on parle de l'isolation thermique par l'extérieur comme si c'était nouveau, sauf qu'on en pose depuis maintenant 45 ans. Enfin, on a dû en poser début des années 70. Même si j'étais pas là, j'ai ma maman qui me l'a dit de façon très intime, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Et donc, on est sur des techniques qui évoluent pas à pas. Alors, par contre, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de rupture. Par contre, ce pas à pas, aujourd'hui, il s'accélère probablement. Et c'est peut-être là où il y a une différence avec les années passées, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs extérieurs qui font que, justement, les évolutions arrivent de plus en plus vite, alors du fait d'un certain nombre d'éléments. Le premier, je pense que c'est très net avec la transition énergétique et avec les premières discussions qui se sont déroulées en 2007 sur le Grenelle qui a placé l'énergie comme étant une priorité. Donc c'est vrai avec les réglementations thermiques, plus toutes les autres réglementations où on peut citer l'accessibilité, la sécurité incendie, je crois que ça a été cité, la qualité de l'air, c'est-à-dire les enjeux sanitaires aussi qui font qu'il y a un certain nombre de nouvelles exigences qui arrivent et du coup, chaque produit, équipement, matériaux, etc. s'adapte par rapport à ces différentes réglementations et du coup, par rapport à la mise en œuvre spécifique du produit, il n'y a pas de réel changement. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le rendement qui va être amélioré. C'est le rendement, c'est le design, c'est justement l'intégration de critères environnementaux. Et concrètement, pour la mise en œuvre, ça n'importe pas, ou peu, en tous les cas, de rupture fondamentale. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs le dire, c'est que pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de répondre aux enjeux avec les matériaux qui existent. Donc il y a, je vais le dire un peu comme ça, mais il n'y a pas forcément une obligation à aller chercher l'innovation pour répondre aux enjeux qui nous ont été fixés il y a maintenant quelques années. On a quand même un certain nombre de choses comme on parlait du solaire, toutes les ENR aujourd'hui, elles existent, la filière devient, je ne sais même pas devient, est mature aujourd'hui. Et puis on voit aussi les matériaux, alors on parlait des maçonneries à joint mince, ça fait plusieurs années qu'elles existent. Les matériaux isolants, c'est vrai qu'ils évoluent, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu plus d'épaisseur pour répondre cette fois-ci justement à la réglementation thermique. On pourrait citer la VMC double flux, voilà, il y a des choses qui existent et qui nous permettent aujourd'hui de répondre concrètement aux enjeux, si tant est que toute l'organisation de la conception à la mise en œuvre à l'exploitation est effectivement bien réalisée. Voilà. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. En termes de formation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on impose
ces petites évolutions pas à pas sur les matériaux, et du coup, pour les entreprises, qu'elles doivent se tenir informées des évolutions, c'est-à-dire que demain, elles ne doivent pas mettre 5 cm d'isolant, mais elles doivent en mettre 20, que ça impacte les longueurs de vis, ou etc., etc. Forcément, en matière de formation, ça oblige aussi aux organismes de formation d'être en perpétuelle recherche, peut-être d'une part, de qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a impacté, et du coup, derrière, comme pour les entreprises aussi, une montée en compétence des formateurs. C'est-à-dire que la compétence, qui est le cœur même, je le disais, elle est vraie pour les entreprises, elle est également vraie pour les formateurs. Et ça a été dit par l'ADEME tout à l'heure. Donc là aussi, cet enjeu, il est là. C'est-à-dire que le fait que, pour répondre aux enjeux, tout le monde essaie d'évoluer, de s'adapter petit à petit, c'est également vrai pour les organismes de formation. Et aussi pour les référentiels. Là-dessus, ça se fait assez bien, même si on a travaillé notamment avec l'AFPA sur la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle pour l'isolation thermique extérieure, et on a été confronté à une vraie problématique de compétences. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, il faut juste en avoir conscience. Alors, deux autres éléments, enfin plutôt un autre élément également qui impacte sur l'évolution des techniques ou des technologies. Alors c'est un programme qui est en train de se terminer, enfin qui officiellement s'est terminé le 31 décembre 2014, dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle RAGE, Règles de l'art, Grenelle, Environnement 2012. Je vous rappelle un petit peu le principe. Le principe, c'était identifier les technologies clés pour justement répondre aux enjeux de la rénovation énergétique et également des constructions neuves performantes, bâtiment énergie positive ou bâtiment basse consommation, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'était identifier des outils justement de mesure et d'autocontrôle, puisque le terme a été également utilisé aujourd'hui, pour justement accompagner les entreprises sur chantier à vérifier que tout est bien entre les différents lots, tout se fait bien pour atteindre la performance. Parce que je vous rappelle, la performance, il y a trois termes qui sont importants, c'est transversalité, c'est coordination et c'est coopération. Et sans ces trois mots-là, on ne peut pas atteindre la performance. Donc ça, c'était le deuxième point du programme RAGE. Et le troisième point du programme RAGE, c'est en fonction justement de toutes ces techniques identifiées, c'était voir lesquelles étaient déjà dotées de documents de mise en œuvre, et du coup les mettre à jour. Donc en ce qui nous concerne, c'est les NFDTU. Donc il y a un certain nombre de NFDTU qui ont été balayés. On a sorti des documents qui permettaient de compléter les documents de mise en œuvre et permettent aux entreprises justement de répondre aux enjeux de la transition énergétique, notamment, ou écologique, pourquoi pas. Et puis, pour les techniques et technologies clés qui n'étaient pas pourvues de documents de mise en œuvre, c'était justement de mettre en place ces documents pour justement permettre aux entreprises de réaliser leur chantier en toute sérénité. Du coup, ça a amené au moins 2 documents que vous pourriez consulter si ce n'est déjà fait. Ce sont des documents qu'on appelle des recommandations professionnelles d'une part, qui aujourd'hui ont une certaine valeur, notamment au regard des assurances. On se posait la question pour les contrôleurs techniques, mais ils font partie du programme RAGE, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, même si ça reste à clarifier de façon claire et nette. Donc les recommandations professionnelles. Et puis pour les techniques ou les technologies un peu moins matures, il y a donc des guides qui ont été mis en œuvre, qui n'ont pas cette valeur au regard des assurances et des contrôleurs techniques. C'est-à-dire, pour faire simple, les recommandations professionnelles aujourd'hui sont dans le domaine dit traditionnel et les guides restent dans le domaine dit non traditionnel. Donc voilà un peu ce programme. Ce programme, dont le quatrième point qui est important, qui était de dire, au regard de tout cela, voyons en termes, c'est pour ça que je dis c'est presque le plus important aujourd'hui, en termes de référentiel de formation, quels sont ceux qui aujourd'hui, pareil, de la même manière que les DTU, existent et qu'il faut adapter, ou n'existent pas, qu'il faut créer. Voilà. Et alors, faute de budget, ça se traduira non pas par un travail sur les référentiels,
mais il y a un travail qui va démarrer probablement dans les semaines à venir, et c'était l'axe 4 du programme RAGE, se traduira par, non pas identifier les référentiels, mais identifier les compétences. C'est-à-dire que par rapport aux recommandations professionnelles et aux guides, quelles sont les compétences nouvelles ou les compétences à mettre en avant au regard des enjeux de ces deux types de documents. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, évolution-adaptation. Alors après, il y a l'autre partie qui pour moi est fondamentale, c'est sur la partie culturelle et sur la partie organisation d'entreprise. On l'a tous dit, enfin, ça fait même très longtemps qu'on le dit, plusieurs années. Premier constat, c'est qu'on est une filière, alors je me permets de le dire, on est une filière qui est quand même relativement conservatrice, jusqu'à aujourd'hui, et qui est structurée métier par métier. Je vous disais tout à l'heure, la FFB, ce sont 32 métiers. Voilà. Donc on a un fonctionnement qui est très en silo. Et d'ailleurs, ce fonctionnement qui est propre à l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il ne fallait pas dire qu'on intervient à la suite les uns des autres. Pourtant, sur le chantier, on est quand même, c'est très séquentiel, quoi. Et on ne se parle pas forcément. On ne sait d'ailleurs pas forcément quand est-ce que l'autre lot va intervenir. Parfois, on pensait qu'il allait intervenir après nous, et on arrive et il est déjà intervenu. Ça arrive, bon, voilà, peu importe, c'est pas grave. Donc déjà, au niveau des entreprises, on est très en silo. Et même sur l'ensemble de la filière, on était également, entre guillemets, avec des cloisons relativement étanches. Que ce soit avec le monde de l'industrie, que ce soit avec les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire toute la partie conception, et puis également, pourquoi pas, avec la partie exploitation. Et puis alors, il y avait un grand absent, et le grand absent, c'était le client. Et ça aussi, j'insisterai un petit peu là-dessus, parce que ça a été évoqué, c'est-à-dire que le client final, eh bien, dans cette chaîne de valeur, n'était absolument pas présent, représenté, ou en tous les cas intégré dans le projet. Et du coup, pour moi, c'est un élément fondamental par rapport au changement du mode organisationnel de l'entreprise demain, c'est que le client a évolué, le client n'est plus le même, ses attentes ne sont plus les mêmes. Et également, l'accès à l'information pour ces travaux de rénovation ou de construction sont généralement bien déterminés. C'est-à-dire que le client, quand il appelle une entreprise, il a quand même des idées qui généralement sont des idées bien préconçues, on va dire ça comme ça. Et l'entreprise répond toujours à la demande du client. Le client dit « je veux ça ». Bon, l'entreprise fait ça. Alors, ça, c'est, je dirais, voilà, c'est l'histoire peut-être qui a voulu ça. C'est-à-dire que l'entreprise était finalement un petit peu comme le médecin de campagne où il y a un problème, on appelle son médecin, le médecin arrive, il fait le diagnostic et après, avec le constat, il répare ou il soigne. Bon, l'entreprise, c'était un petit peu ça. Alors, on s'est aperçu, et aujourd'hui, c'est le vrai constat que l'on peut faire, c'est que globalement, aujourd'hui, il y a peut-être c'est la conséquence essentielle, c'est qu'il y a un manque de confiance qui est flagrant, c'est-à-dire que la confiance n'est plus là, et on le voit très clairement, parce que quand on se pose un petit peu, et quand on voit depuis peut-être 2 ans même, le nombre d'aides financières qui existent pour accompagner un particulier pour réaliser ses travaux de rénovation, c'est quand même assez flagrant. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais alors après, il y a certains ménages, mais pour une certaine typologie de ménages, on peut arriver jusqu'à 90% des travaux financés quand on cumule l'ensemble des aides. Alors, effectivement, il faut creuser, mais on y arrive. Et pour autant, le constat, c'est que la situation économique n'est pas là et que les chantiers de rénovation et de construction neuve ne sont pas là. Donc il y a un vrai problème de confiance et c'est justement, je pense, c'est comment, pour l'entreprise, l'enjeu, c'est comment regagner cette confiance et regagner toute sa légitimité qu'il a vis-à-vis de son client. Je pense que l'enjeu, il est là.
Je fais une petite parenthèse parce que j'évoquais le changement tout à l'heure. Les changements, il y en a un que j'ai évoqué qui était l'adaptation classique, puis le deuxième qui est plutôt positionné sur la rupture. Pour faciliter le changement, généralement, il faut y trouver un intérêt. C'est-à-dire que sans intérêt, sans motivation, généralement, on ne changera pas. Pour l'entreprise, un des intérêts pour changer, ou une motivation en tous les cas, c'est l'activité. Je dis ça, c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, alors même qu'on est au cœur de la transition écologique, peu importe, transition énergétique ou transition numérique, eh bien, on n'a pas tous les éléments justement pour encourager et accompagner. Pour dire que ça risque d'être une transition plutôt sur le long terme que sur le court terme. Alors, je reviens à la confiance client. J'ai jusqu'à 6 heures, c'est ça? 6h15 l'avion. Impeccable. Alors, pour revenir à la confiance, je vais simplement, il y a plein de choses qui existent, mais je vais rester sur 2 éléments qui ont été évoqués et qui pour moi sont importants. Le premier, c'est une évolution donc, par rapport à l'organisation de l'entreprise pour se positionner non plus sur la demande que j'évoquais tout à l'heure, mais pour véritablement développer une politique de l'offre. C'est-à-dire faire une offre client qui soit bien encadrée, qui soit marketée, qui soit commerciale également, et qui soit également intégrée. C'est-à-dire qui va prendre en main le client de A à Z. C'est ce qu'on qualifie d'offre globale, globalement. Mais bon. Mais en tous les cas, la politique de l'offre pour l'entreprise, pour moi, est un élément essentiel. Passer, en plus, de la culture métier à la culture fonction, c'est-à-dire raisonner plus sur la fonction du bâtiment que sur je suis plombier et j'interviens sur la plomberie, par exemple, je dis ça comme ça, donc plus raisonner sur la fonction. Et un autre élément que je trouve également important à noter, en tous les cas, c'est passer de la culture chantier à la culture du service. C'est-à-dire, alors tout ça, ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, dans le cadre de son offre, qu'elle positionne le client au centre du projet et qu'elle raisonne par rapport aux attentes de son client, de quoi il a besoin, et moi je vais lui apporter une offre qui va répondre à ses attentes. Et pour moi, c'est véritablement là où il y a un enjeu important parce que c'est absolument pas, ou en tous les cas très peu, dans la culture de l'entreprise aujourd'hui. Et alors en termes de formation, si contrairement aux matériaux, aux techniques et aux technologies, je pense que globalement aujourd'hui les formations existent, donc il faut les adapter au fil de l'eau. Par contre, pour l'entreprise, sur l'aspect accompagnement, définition d'une offre, de la stratégie de l'entreprise, de la stratégie de l'offre, du marketing, du savoir vendre, du savoir communiquer, du savoir se faire comprendre, parce que quand on voit le panel de signes de qualité, les certifications produits, le nombre d'aides, etc., il faut savoir communiquer et bien expliquer à son client les enjeux. On parlait, je pourrais prendre aussi l'exemple de la garantie de performance énergétique, qui pose aujourd'hui de vraies difficultés parce que tout le monde ne définit pas la performance énergétique de la même manière. Et vis-à-vis du client aujourd'hui, c'est important parce que lui, le client, il voit la facture, mais la facture ne peut pas aujourd'hui correspondre. En tous les cas, par exemple, les fameux 50 kWh par mètre carré par an en construction neuve, on a l'impression qu'on va consommer 50 kWh par mètre carré par an. C'est pas possible. Pas possible. Puisque ce qu'on calcule, les consommations calculées ne sont absolument pas les consommations consommées. Donc voilà, et tout ça, il faut que l'entreprise sache l'expliquer. Je reviens en termes de formation, je ne suis pas sûr aujourd'hui que pour ce public qu'est l'entreprise de bâtiment, je ne suis pas sûr que toutes les formations sont bien adaptées, bien appropriées pour justement permettre à l'entreprise de se positionner sur ce champ-là. Deuxième moyen pour regagner la confiance, ça a été évoqué aussi, c'est la qualification. Je ferai court. Là aussi, l'entreprise doit faire valoir cette qualification professionnelle. Je vous rappelle que la qualification professionnelle permet à son client
de savoir que l'entreprise est en capacité de réaliser une activité. Et quand je dis elle est en capacité, c'est à la fois sur les moyens techniques, humains, financiers, assurantiels. Le client, s'il est informé de cela, il peut avoir une certaine forme de garantie par rapport à une autre structure qui se positionnerait, et on l'a déjà vu, par intérêt, parce qu'il y a une niche qui fait jour, parce qu'il y a une aide fiscale qui tombe, et hop, on y va sans forcément faire attention au reste. Donc c'est savoir se démarquer par la qualification professionnelle. Et puis également, la nouveauté, c'est mettre en valeur et savoir vendre les qualifications dites RGE, puisque les qualifications RGE, vous l'avez bien compris, on met en avant ce que je viens de dire, la qualification professionnelle, mais on met également en avant la compétence au sein de l'entreprise, et on met également le fait que, au-delà de « je suis en mesure de faire », on met en avant le « je suis en capacité de faire »,« je sais faire », puisque, vous l'avez noté tout à l'heure, pour les qualifications dites RGE, on impose à l'entreprise de se faire auditer sur le chantier. Alors après, c'est un début. Ça n'existait pas hier, c'est un début. Rien n'est parfait, mais en tous les cas, c'est aujourd'hui un moyen pour l'entreprise de se démarquer et de faire valoir justement ses compétences vis-à-vis de son client et donc de regagner la confiance. Je ne sais pas combien de temps vous m'avez donné. Hein. Si ? On continue. Alors, un mot sur le numérique. Le numérique, je dirais, il porte un petit peu sur les deux. Il porte à la fois sur l'aspect technique, technologie, c'est-à-dire dans l'organisation, l'utilisation des produits. Le numérique peut impacter sur, cette fois-ci, les modes constructifs. Alors, on ne s'attardera pas, mais ça existe déjà. Le numérique a intégré les ateliers. Alors, je ne sais pas si la représentante Luc Capet est encore là, mais dans la charpente, aujourd'hui, le numérique nous permet de réaliser des charpentes sur mesure, voilà, qui répondent à un besoin. Il y a cet aspect-là. Sur l'aspect organisationnel, le numérique, on le voit au travers la maquette numérique, qui repositionne, en tous les cas, qui permet aussi de sécuriser le maître d'ouvrage sur une organisation plutôt transparente, collaborative entre les différents acteurs. C'est la maquette numérique. Et puis, j'évoquerai également un aspect du changement qui est important, qui est en lien avec tout ça. C'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le chef d'entreprise lui-même change. Et ça, c'est important à savoir, c'est-à-dire que la typologie des acteurs qui aujourd'hui pilotent des entreprises change. Globalement, aujourd'hui, on a à peu près 4 ou 5 typologies d'entreprises. Vous avez l'artisan local qui répond, on va dire, de façon générale à l'ensemble des travaux de manière très ponctuelle. On a l'artisan spécialisé qui, lui, est généralement positionné sur un marché de niche. On a l'entreprise familiale qui a la culture de certaines valeurs. Et aujourd'hui, on a 2 typologies, dont une qui ressort un petit peu, c'est ce qu'on appelle, nous, l'organisateur. Et vous comprenez tout de suite, par rapport à ce que je viens d'évoquer, où il se positionne. Et vous avez, à la marge, l'industriel, mais qui, lui, fait plutôt de la série. Voilà. Et donc, avec l'évolution de cette typologie d'entrepreneurs qui seront aux manettes des entreprises, alors qui sont et qui seront aux manettes des entreprises demain, là aussi, l'appropriation à la fois de ces évolutions et de cette rupture se fera normalement, on l'espère du moins, sans difficulté, avec un élément fondamental, c'est pour l'entreprise, savoir garder la valeur ajoutée dans l'entreprise. Voilà. J'en terminerai là. Peut-être, si j'avais à décrire l'entreprise demain, il faudrait dire que les entreprises de demain seront des entreprises hautement qualifiées, qui seront probablement positionnées sur un marché très concurrentiel, mais que ces entreprises sont des entreprises qui devront concevoir, mettre en œuvre et exploiter des bâtiments ou des ouvrages
high-tech. Et ça, c'est important. Et c'est un élément fondamental, je ne suis pas sûr que c'était l'objet aujourd'hui, mais pour l'image du bâtiment, pour l'image du secteur aussi, c'est un élément fondamental pour attirer les jeunes dans nos différents métiers. Voilà, j'en arrêterai là. Merci beaucoup. Bien, Christophe Sadoc, directeur de l'ingénierie de la prospective, il t'appartient maintenant. Voilà. Conclusion, prospective. Je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi brillamment la synthèse de la synthèse. Alors, je pense que je ne suis pas capable, alors je resterai dans mon registre. Tout d'abord, en tant que puissance invitante, je me dois et j'ai le plaisir de remercier tous nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette journée, tous les intervenants aussi qui se sont mobilisés, tous ceux qui ont bien voulu nous faire la gentillesse et l'amitié de participer à cette première rencontre. Remercier bien sûr le Conseil régional Midi-Pyrénées qui nous a fait l'amabilité de nous accueillir aujourd'hui. Ça, c'était pour les remerciements d'usage qui sont sincères. Peut-être une note personnelle et puis ensuite quelques éléments pour un peu éclairer la suite pour l'AFPA et pour ses partenaires. Élément personnel, vous dire toute mon émotion d'organiser cette première rencontre ici à Toulouse, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la salle ou d'anciens collègues, et puis parce que j'ai débuté ici justement dans le bâtiment. Pourquoi est-ce que nous avons souhaité remettre en place ces rencontres? Parce que ça avait existé sur des formats différents antérieurement, appelés les carrefours nationaux, etc. On a voulu les remettre au goût du jour pour montrer que l'AFPA, et pas juste le montrer, mais essayer d'en faire la démonstration, est tournée vers l'extérieur, vers ses partenaires qui sont les entreprises, les salariés, les branches professionnelles et toutes les organisations qui font vivre le bâtiment. L'histoire de l'AFPA avec le bâtiment est ancienne. Je rappelle que l'ancêtre de l'AFPA a été peu ou prou quand même construit et inventé pour reconstruire la France dans l'après-guerre. Donc c'est une longue histoire. Et je pense que nous avons en plus, vis-à-vis des évolutions ou révolutions, mais ce n'est pas moi qui me permettrai de trancher cette question, une responsabilité particulière, dans la mesure où chaque année, l'AFPA forme peu ou prou 55 000 actifs sur les métiers du bâtiment, que ce soit des demandeurs d'emploi en reconversion, des jeunes en contrat de professionnalisation ou des salariés qui viennent améliorer leurs compétences pour aussi souvent garder leur emploi. Donc ça, je pense, et contribuer à la compétitivité des entreprises. Donc ça, je pense quand même que c'est une responsabilité que nous avons qui nécessite que justement nous puissions avoir ces espaces de dialogue avec nos partenaires, avec les branches, avec les entreprises, avec les représentants des salariés, au-delà du travail quotidien que nous pouvons faire, que ce soit le bureau d'études ou dans les centres de formation. Ça me paraît un point important et essentiel. Si on veut préparer l'avenir, il faut aussi qu'on soit capacité d'avoir un certain nombre d'éléments prospectifs et de mesurer l'impact, évidemment, de tout ce qu'on a pu évoquer, l'évolution des matériaux, mais surtout quel est l'impact pour les compétences. Et essayer d'être dans le juste à temps et en même temps essayer d'avoir une capacité d'anticiper. Seul, on n'en est pas capable. Il faut qu'on le fasse de façon collective. Donc, je pense que ça, c'est un point central de notre travail. Alors après, comment ça s'incarne? Ça s'incarne, je pense, si j'essaie de résumer pour nous, il y a deux façons. Il y a d'abord notre mission de service public. Mission de service public qui a été réaffirmée d'ailleurs par le ministre du Travail en décembre dernier. L'AFPA fait partie du service public de l'emploi et à ce titre, nous avons en charge pour le compte du ministère du Travail la mise en œuvre de la politique du titre de certification. Donc nos responsabilités, c'est de faire en sorte que cette politique du titre et les certifications que nous mettons en place soient au service de l'activité économique, des salariés, des demandeurs d'emploi et des branches professionnelles. C'est la propriété, en fait, de ce collectif-là. Ça, je pense que c'est très important. Ça veut dire que, au-delà du rappel de cette mission, moi, ce qui fait particulièrement écho, c'est ce que vous avez évoqué à l'instant, c'est-à-dire peut-être une forme parfois de cloisonnement
propres à l'organisation du travail dans les entreprises du bâtiment et de la construction plus largement. Donc je pense que dans le travail que nous faisons d'analyse du travail, qui est la base, l'analyse réelle des situations réelles sur le marché de l'emploi des différents métiers, notre responsabilité aussi, c'est de se poser la question de l'interdépendance ou des connexions nécessaires qu'il y a à établir entre les différents métiers du bâtiment et des travaux publics. Ça, je pense que c'est un élément important. Et je ne suis pas persuadé que ça conserve uniquement les emplois de bureaux d'études ou ceux qui peut-être demain seront impactés ou le sont déjà par les problématiques de BIM, les problématiques de numérique. Je pense que c'est au-delà de ça. Il y a des connexions entre les métiers, entre les emplois, et il y a surtout la volonté de se situer dans des schèmes et dans des process, et pas simplement dans des activités individuelles et je dirais atomisées. Le témoignage d'ailleurs de Marie-Saute allait totalement dans ce sens, en remettant le client aussi au cœur du dispositif et en rappelant bien que ce qui est à proposer, vous avez dit quelque chose d'assez similaire aussi, c'est une offre globale pour le client. Donc ça, quand même, ça doit avoir des conséquences, ça doit se traduire dans le travail que nous conduisons d'analyse du travail pour déterminer l'évolution des métiers, des compétences et des certifications. Je n'oublie pas aussi l'aspect que vous avez évoqué, qui est lié à l'évolution réglementaire et puis à des impacts de la réforme professionnelle, de se dire, mais quand même, tout ce champ de réglementation qui impacte directement les industriels et le bâtiment, quelles conséquences ça a dans les compétences attendues et les qualifications attendues des actifs et notamment des certifiés dans le cadre de la politique du titre. Donc je sais que cette réflexion est en cours avec nos partenaires et en particulier le bureau d'études du bâtiment ici et la FEDE, la CAPEB. Alors, je pense que c'est un point essentiel qui ouvre des perspectives pour l'avenir parce que la politique du titre elle se fait pas de façon éthérée ou suspectée étatiste, elle se fait au contact des entreprises. En même temps, il faut qu'on ait un petit coup d'avance sur les évolutions à venir, c'est-à-dire qu'on ait une capacité d'anticipation. C'est sûrement ce qui est le plus difficile. C'est sûrement ce qui est le plus difficile. La problématique, elle a été posée ce matin. Il n'y a pas de conclusion sur révolution. Si révolution, c'est un changement total de paradigme, alors bien sûr, ce n'est pas une révolution. Et je pense que la problématique se pose en termes de rythme. À quel rythme les évolutions vont avoir lieu? Je pense que moi, ce que je retiens des échanges et des questionnements, c'est 2 points. Je pense, vous l'avez dit, ne faisons pas comme Jean de Florette, que j'aime bien citer. Il avait pensé à tout, sauf il avait oublié l'eau. Bon, vous avez parlé de l'activité. Il faut déjà de l'activité. Et l'activité, c'est le point essentiel du moteur de l'évolution technologique et pratique. Et ensuite, il y avait un petit débat ce matin, c'était intéressant, c'était animé. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi que ces rencontres soient faites pour se poser des questions et éventuellement se confronter et pas être forcément d'accord. Moi, ce que je retiens quand même, c'est il y a une question simple, c'est de se dire qui est prescripteur. Et je crois que c'est une équation avec au moins 5 inconnus. Enfin, moi, j'en ai trouvé 5 comme ça. Peut-être vous en trouvé 6, 7, 8, je sais pas. Enfin, il me semble qu'il y a les industriels qui sont prescripteurs. Il y a le client, bien évidemment, et ses usages, ses modes de vie, et son pouvoir d'achat aussi, qui est directement lié à l'activité économique. Il y a les concepteurs. On a parlé des bureaux d'études, du bâtiment, de la BIM. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui mettent en œuvre, que ce soit les installateurs ou les constructeurs. Et puis, quelque part, dans le paysage institutionnel, il y a l'évolution du législateur et de la réglementation. Et je crois que c'est dans ce paramètre-là, alors c'est pas une équation à 5 inconnus, c'est une équation avec 5 facteurs à pondérer plus ou moins, mais je crois que c'est ça qui détermine un petit peu le rythme. Alors, le travail pour nous, c'est évidemment faire évoluer la politique du titre de façon à ce que les certifications correspondent au plus près des besoins des emplois, avoir en même temps cette capacité d'adaptation. J'étais aussi sensible à l'expression de Marie-Saute ce matin, qui a dit, ou cet après-midi, non c'était ce matin, qui a dit c'est bien, il faut être prêt à l'instant T. Le problème c'est que l'instant T, il bouge tout le temps. Alors, il y a cette capacité qu'il faut que nous ayons, nous aussi, en tant qu'organisme de formation, d'avoir cette réactivité, cette adaptation, parce que ce qui garantit la compétitivité des entreprises. Mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut essayer de prendre le train au bon moment, dans le cadre de la législation, et je pense que remettre au cœur de nos problématiques à nous, ça c'est pour nos
pratique managériale, et puis voilà, je suis plus là, pour le coup, je suis plus en posture de directeur du bureau d'études de l'AFPA. Dans nos pratiques, il faut qu'on ait cette capacité de remettre en cause parfois des certitudes et d'avoir une analyse du travail et des besoins du marché du travail, vraiment que nous puissions réinterroger régulièrement à l'aune de tout ce qu'on a vu ici et tout ce qui a été débattu. Nous avons ouvert un champ des possibles assez large, que ce soit sur les évolutions technologiques, que ce soit sur les nécessités de voir différemment l'organisation du travail dans les entreprises, les modalités de coopération entre elles, les liens, et ça c'est presque un élément sociologique, mais les modifications des comportements des clients. Je vois avec plaisir que si on prend juste l'exemple de Linky, RDF, même si ce n'est pas fait pour ça, a intégré dans la conception même de ces nouveaux compteurs intelligents la possibilité qu'ils soient appareillés, si je puis dire, avec d'autres équipements du bâtiment. Et donc on est bien dans cette logique-là d'interaction globale, pour le cas de l'énergie, entre le fournisseur d'énergie et derrière ceux qui auront amené les équipements et au final l'utilisateur dont on a peut-être mal mesuré initialement l'impact du numérique, se concentrant peut-être sur les questions de téléphonie ou de réseau informatique. Je pense que ça aussi, c'est aussi le vecteur de modification durable, à la fois dans la conception des matériaux. Ça a été évoqué ce matin sur l'histoire des puces. Je ne sais pas si vous avez été sensible à cet aspect. C'est également vrai pour toutes les problématiques de l'abîme, ça on en a parlé. Et je pense qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur les compétences attendues des collaborateurs des entreprises. Il a pu arriver que, on l'a tous vécu, et aussi en tant qu'organisme de formation, que ce soit les industriels qui forment à l'utilisation de leurs matériaux. On aurait pu parler de la brique monomure, par exemple. Bon. Il y a plein d'autres exemples, ou l'ITE que vous avez évoqué aussi. Très bien. Mais je pense qu'il y a au-delà de modifications légères de compétences liées à de nouveaux matériaux, il y a des compétences, je ne voudrais pas transversales. Alors, c'est dommage de les appeler comme ça parce que tout le monde pense peut-être ce qu'a dit M. Var ce matin, c'est les compétences transversales pour tous les métiers. C'est pas ça que je veux dire. Des compétences professionnelles, mais qui sont plus structurelles, moins attachées à la mise en œuvre de matériaux ou à la réalisation d'activités spécifiques. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose, ça évolue lentement, mais je pense qu'il faut être en veille sur ces éléments-là, parce que si on passe à côté, je pense qu'à un moment donné, on le regrettera. Voilà pour les éléments, moi, que je souhaitais mettre en avant rapidement. Aucune prétention de synthèse, parce que je pense que c'est pas synthétisable. Et puis, c'est pas fait pour, en plus, ces rencontres. C'est fait pour ouvrir la réflexion et le champ du possible, et puis se questionner et remettre aussi en cause peut-être certaines pratiques ou certaines vérités ou lieux communs qui parfois circulent à droite et à gauche. Voilà. Il me reste à vous remercier à tous, une dernière fois de votre participation. Vous dire que sur certains aspects, j'ai compris que les industriels sont prêts, les branches professionnelles sont prêtes, les entreprises sont prêtes. Donc vous dire que l'AFPA fait tout pour être prêt au rendez-vous de la performance énergétique et des évolutions, ou révolutions, mais je crois qu'il y a consensus pour évolution, des métiers du bâtiment et des travaux publics. Je vous remercie à tous. Je vous dis à très bientôt. Nous aurons également la possibilité, vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, de participer à d'autres rencontres nationales comme celle-ci, puisque nous aurons, je dis ça surtout pour les collègues de l'AFPA, parce que les professionnels du BTP, peut-être c'est moins proche d'eux, mais des rencontres nationales à Lyon sur les métiers de l'industrie au mois d'avril prochain, et puis deuxième semestre, des rencontres sur les métiers du service. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.